Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. C'est dimanche 20 octobre que sera organisé le premier tour de la présidentielle en Bolivie. Sur 12 millions d'habitants, ce sont environ 6 millions de citoyens électeurs qui seront appelés aux urnes pour élire leur leader. Plusieurs observateurs parlent d'une utopie éco-socialiste qui est aujourd'hui à l'épreuve. Le président sortant, Evo Morales, est encore très populaire, mais les opposants du dirigeant paysan cultivateur de coca, qui a gouverné la Bolivie durant ces 13 dernières années, parlent eux déjà de soupçons de fraude et de dérive autoritaire. Pour débattre de ce deuxième sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux spécialistes d'Amérique latine et de Bolivie d'ailleurs. David Gormezano, qui est journaliste à France 24, mais surtout qui a été notre correspondant pendant plusieurs années, aussi bien au Brésil qu'en Argentine. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être avec nous, David. Et Lucille Gimbert, qui est de la rédaction espagnole de RFI. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez d'ailleurs aussi en Bolivie récemment. Oui, je suis et on va pouvoir parler un peu de votre travail aussi sur place. Alors David, le fait même que Evo Morales se présente à ce quatrième mandat, dit troisième mandat, pose problème. Il a été autorisé par la justice à briguer une nouvelle mandature, alors même que le référendum populaire avait dit non à plus de mandats. Effectivement, en 2016, pour la première fois, il a été défait dans une consultation électorale. Oui. Et un an plus tard, en 2017, c'est le tribunal constitutionnel qui a jugé qu'au nom des droits de l'homme, on ne pouvait pas limiter les droits du président à se représenter. D'accord. Très, très drôle explication. Et finalement, il est autorisé quand même légalement à se présenter. D'un point de vue purement légal, il est légitime à se représenter pour un mandat. Mais effectivement, ça pose un problème parce que la Constitution actuelle prévoit 2 mandats maximum pour le président. Cette Constitution, c'est Evo Morales qui l'a proposé au vote des Boliviens, qui l'ont approuvé. Il a fait les 2 mandats prévus par cette Constitution-là, et il a effectué un mandat un peu plus court dans le cadre de l'ancienne Constitution. Donc là, effectivement, il en a déjà fait 3, quoi, finalement, et puis on part d'un 4e. Absolument. Alors, Lucille, c'est quoi le bilan du président sortant dans un pays qui affiche malgré tout, alors on reviendra sur le côté politique, mais qui affiche une économie plutôt stable, un taux de croissance assez élevé? Ah oui, c'est des très bons résultats économiques, c'est ça son point fort, et c'est ce que met en avant le gouvernement. Donc des résultats en termes de croissance du PIB qui font envie ailleurs dans la région, une augmentation du salaire réel, une réduction forte de la pauvreté, tout ça avec, en fait, ils ont bénéficié de prix élevés du gaz, qui est le principal produit d'exportation, et des politiques de redistribution qui ont permis à tout un tas de secteurs pauvres de sortir de cette pauvreté et d'avoir accès à une consommation à laquelle ils n'avaient pas accès avant. Donc ça, c'est la partie positive. La partie plus compliquée, c'est ce qu'on évoquait juste à l'instant, c'est cette tentative de s'accrocher au pouvoir et cette tentative de modifier la Constitution ratée, et donc la sensation pour tout un secteur de la population qu'on n'a pas respecté le vote. Alors, je reste toujours sur le bilan. Avec vous, David, vous avez fait donc un long reportage qui passe à partir de ce week-end sur France 24, justement, sur comment est perçu ce bilan, justement, par les Boliviens. On va en voir quelques images, mais en attendant, on peut peut-être nous dire ce que vous avez ressenti, justement, pendant ce tournage. Pendant ce tournage, moi j'avais connu la Bolivie il y a 13 ans, lorsque Evo Morales a été élu pour la première fois. Et on voit un pays qui a changé, ça se voit, du point de vue des infrastructures, du point de vue du climat politique qui est beaucoup moins tendu qu'à l'époque. Il est quand même, c'est le président qui aura fait la mandature la plus longue de l'histoire de la Bolivie. Il y a eu 190 coups d'État en Bolivie entre l'indépendance et le début des années 80. Donc il a amené cette stabilité, et on voit une certaine émancipation d'une classe moyenne indigène dans les villes. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a 15 ans, on ne voyait absolument pas. On avait l'impression d'une société vraiment fracturée entre une élite blanche, descendante des Européens, et une majorité indigène, beaucoup plus pauvre et marginalisée dans la vie politique, dans la vie économique.
Alors, en face de Morales aujourd'hui, il y a l'opposition, si je peux dire, et on retrouve d'ailleurs en lice pour la présidentielle Carlos Mesa, qui se présente sous les couleurs du parti de gauche FRI, lui qui a déjà officié comme président. C'était en 2003 lorsque le président Gonzalo Sanchez de Lozada, qui a été désigné en 2002, avait été contraint de démissionner. À l'époque, il me semble d'ailleurs que Carlos Mesa ne s'était pas présenté au nom d'un parti politique. Alors, comment est-ce qu'il est vu aujourd'hui comme candidat à la présidentielle? Carlos Mesa, c'est quelqu'un qui a été très présent dans la vie politique bolivienne depuis 15-20 ans. C'est plutôt un intellectuel, c'est un historien, un journaliste. C'est un modéré, c'est un centriste. Et son principal problème, c'est qu'il n'a pas réussi à fédérer l'opposition. C'est-à-dire que les opposants à Evo Morales, ils viennent de tous bords. Et il y a une partie du pays qui est très opposée à Evo Morales, c'est la partie orientale du pays, autour de la ville de Santa Cruz de las Sierras. Et les élites économiques de Santa Cruz, de l'est du pays, n'aiment pas Carlos Mesa, ne lui font pas confiance. Et pendant la campagne, ils ont un candidat qui s'appelle Oscar Ortiz, qui est crédité d'environ 10% dans les sondages, qui n'a pas cessé d'attaquer Carlos Mesa pendant la campagne. Là, hier, il y a eu un grand meeting à La Paz, où on a l'impression que les oppositions se rapprochent et font tendance à faire un front commun. Mais Carlos Mesa, il va souffrir de cette grand éparpillement, de cette opposition très hétéroclite, qui ne s'est pas mis d'accord pour faire front commun, pour empêcher Evo Morales de faire un 4e mandat. Alors, Lucie, cette élection est considérée par certains observateurs comme un test, en fait, pour la maturité politique des Boliviens. On parle aujourd'hui peut-être d'une dérive autoritaire, justement. Alors, pas seulement d'ailleurs pour cette mandature de trop, peut-être, qui est finalement contre la constitution même du pays, mais il y a aussi pas mal de choses sur les tribunaux, sur la Cour constitutionnelle, sur beaucoup de dérives, finalement, qui ne ressemblent plus à cette image qui était un peu vendue d'Evo Morales au départ, quand il a été élu, et qui aujourd'hui, au bout de 13 ans au pouvoir, le suit. Et on parle en plus de ça, de fraude et de soupçons de fraude. Oui, ce qu'il y a à son passif, c'est-à-dire un premier gouvernement qui séduit beaucoup, qui contente beaucoup de secteurs avec cette inclusion sociale, une réussite économique, etc. Et puis il y a la fin de ce mandat avec tout un tas de décisions et puis la façon d'exercer le pouvoir, en fait. Il y a des critiques de clientélisme politique, c'est-à-dire on distribue les postes de fonctionnaires, de représentants politiques à différents niveaux aux partisans du MAS, du parti d'Evo Morales. Et puis il y a eu des cas de corruption. Le plus emblématique, c'est celui du fonds indigène, du Fondo Indígena, le fonds d'aide aux peuples autochtones. Donc il y a tout un tas de scandales qui ont entaché la fin de ce 3e mandat et qui font qu'aujourd'hui, tout un secteur qui au départ soutenait Evo Morales pour ses politiques d'inclusion sociale, pour le symbole qu'il a signifié pour un pays qui était aussi séparé, aujourd'hui sont beaucoup plus critiques et ont envie qu'il s'en aille. Et est-ce que cette image, justement, d'Evo Morales, l'homme de la terre, l'homme simple, elle est toujours là, 13 ans après? Je vous pose la question à tous les deux. Oui, moi je pense que oui. Parce qu'on lui avait reproché, entre autres, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il avait baissé son salaire. Et juste après, il avait construit ce grand palais aussi, avec un héliport, etc. Donc ça reste quand même là, l'image? Oui. Sur plein de symboles vestimentaires, par exemple. Oui. Et Evo Morales ne met jamais de cravate, même à la tribune de l'ONU. Dès qu'il se déplace quelque part, il prend une demi-heure pour jouer au foot avec une équipe locale. Donc il joue beaucoup sur l'image, en fait, lui-même. Oui, mais c'est une image et en même temps c'est une réalité. C'est quelqu'un qui a 7 ans, était gardé des lamas, était analphabète et puis il a découvert le syndicalisme. Il s'est élevé, il s'est éduqué par le syndicalisme. Et puis il a un charisme. Il vient des franges. Il vient de la part de la société bolivienne la plus rurale, la plus pauvre. Il est Aymara aussi, c'est l'ethnie principale sur les hauts plateaux andins, et qui a une culture très forte.
Donc c'est ce qui permet peut-être aussi de comprendre sa popularité encore aujourd'hui. Oui, et puis il y a un culte de la personnalité, il y a un attachement d'un certain nombre de Boliviens à sa figure, à ce qu'il symbolise, à d'où il vient. Et il y a une utilisation de cette figure de la part du pouvoir, évidemment. Là où, entre le discours et la réalité, il y a une grande différence, c'est surtout la partie environnement. Les premières décisions plutôt positives. Un discours en 2009 aux Nations Unies dont on se souvient, on défend la terre-mer, il devient l'emblème des écologistes presque au niveau mondial. Et en fait, derrière, ça a changé parce que politique extractiviste, un accord signé avec les grands entrepreneurs de l'Est du pays, qui sont les grands entrepreneurs de l'agro-business. Et donc, on distribue des terres qu'on va brûler. Et là, on arrive à l'incendie. Justement, parlons-en, puisque la forêt amazonienne, la destruction de la forêt amazonienne pèse aussi sur cette élection, pèse aussi sur cette campagne électorale. Beaucoup de Boliviens ont reproché au gouvernement la manière d'avoir mal géré, en fait, la partie bolivienne de cette forêt amazonienne, ce qui rappelle que Morales, en fait, qui se vantait, lui, d'être effectivement un homme de la terre, finalement, l'écologie n'est pas très présente pour lui aujourd'hui. Pour lui, la terre doit être productive. C'est pour lui et pour son gouvernement. Donc, ils ont redistribué à des paysans qui avaient du mal à vivre dans des zones en hauteur, en altitude, où il est très difficile de cultiver, des terres dans cet est du pays où c'est plus fertile. Mais ça veut dire qu'on s'installe et pour prendre possession de ces terres, il faut utiliser la technique ancestrale qui est en Bolivie et dans plein d'autres endroits, du brûlis. Et donc, on brûle la terre pour pouvoir débroussailler et prendre possession, cultiver. Mais le problème, c'est que les brûlis ont atteint des zones beaucoup plus grandes parce qu'il y a eu des lois et des décrets qui favorisent en tout cas l'autorisent et puis la permettent sur des zones plus grandes. Et donc, en fait, la frontière entre la zone agricole et la zone de la forêt amazonienne est de plus en plus repoussée pour pouvoir mettre de l'élevage, du soja. Et ce n'est pas ça pour nourrir la population bolivienne, c'est pour exporter. Donc c'est vraiment un modèle qui s'éloigne finalement des valeurs qu'il y a dans le discours de défense de la terre-mère, de la mère-terre. Ok, merci beaucoup Lucile, et merci à vous David pour toutes ces explications. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Et très très bon week-end à tous. France 24, l'art sous toutes ses formes. Liberté, égalité, actualité. Les Toits de la Casbah, ce quartier d'Alger aux 3000 ans d'histoire, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cézanne, qui parcourt le quartier, c'est ça l'amour de la Casbah. Son patrimoine architectural. Ça fait partie de l'identité. C'est notre histoire qu'on est en train de restaurer. On essaie de garder l'origine du palais. Une dizaine d'autres monuments ouvriront leurs portes au public d'ici peu. Le tourisme est une priorité. Partez à la découverte de ce quartier, de ses habitants et de son héritage populaire. Billet retour dans la Casbah d'Alger, c'est sur France 24 et france24.com. Il est temps de se détendre, de se sentir bien. Jusqu'au 10 novembre, Stressless vous offre le repose-pied pour l'achat d'un fauteuil et 500 € sur votre canapé Stressless. Venez en profiter en magasin. It's time for Stressless. Les plantes captent le CO2. Et si l'industrie pouvait en faire autant? Si les sites industriels disposaient d'une technologie capable de capter le carbone, tout comme les arbres, nous pourrions contribuer à réduire les émissions. Le captage du carbone est une technologie importante et les experts le confirment. C'est pourquoi nous œuvrons à l'améliorer, pour que l'industrie puisse faire ce que font les plantes.
Ce qu'il y a de bien dans un appart-hôtel Adagio, c'est qu'on s'y sent très vite comme chez soi. Et que, si l'on en a besoin, il y a toujours quelqu'un sur qui compter. Appart-hôtel Adagio. Séjournez. Vivez. Profitez. Magic. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai créé la Magic? En un clip, vous devenez Magic. La monture avec ses 2 clips pour 149 €. C'est Magic. Dispositif médical.